Regarde ça. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il fait? Depuis l'aube de la civilisation, on lève les yeux vers le ciel. C'est celui-là le plus vieux, 1200 avant Jésus-Christ. Vraiment? Et en se demandant s'il y a quelque chose qui nous regarde de là-haut. C'était quoi, selon vous? Il s'est passé quelque chose ici qu'on ne peut expliquer. Est-ce qu'on est seul? Est-ce qu'il y a autre chose ailleurs? Oui, des cercles parfaits. Malgré des milliards de dollars et des millions d'heures passées sur la question, malgré l'investissement des plus grands esprits de notre temps, pourquoi la NASA au Chili? On n'a toujours pas répondu à une simple question. Les extraterrestres ont-ils contacté la Terre? Des milliards de litres d'eau, ça ne disparaît pas comme ça. Mais aujourd'hui, on n'a jamais été aussi proche de la réponse. Je détecte quelque chose. C'est quoi? Cuidado aquí. Faites attention, Mira, no se van a resbalar, ¿eh? marchez sur les pierres. Loin dans la jungle de Rio Blanco, au Mexique, Objetos acá, en esta zona. Il dit que c'est ici que les ovnis ont été signalés. On peut voir? On peut entrer? l'agent de renseignement du corps des Marines Nick Carnesi et la journaliste et astrophysicienne Sarah Credas enquêtent au cœur d'un profond ravin où les signalements d'ovnis sont monnaie courante depuis des siècles. Regarde ça! C'est incroyable. Une série de données reliant des signalements d'ovnis à des séismes anormaux a mené les enquêteurs jusqu'aux ruines d'une ancienne civilisation. On voit encore toutes les gravures. Ce sont des peuples anciens qui ont gravé tout ça. Il y a peut-être des milliers d'années. Toutes les pistes nous ont menés jusqu'ici, dans la jungle de Rio Blanco. Qu'est-ce que cet endroit de si spécial? Qu'est-ce que la jungle a à voir avec ces signalements? J'en reviens pas. Tu imagines depuis quand c'est là? Regarde! On dirait un visage. Éclaire-le avec ta lampe. Je me demande ce qui les a inspirés à graver ces dessins. Son visage est plutôt allongé. Ça ressemble un peu à un alien. C'est incroyable. Regarde! C'est quoi? Regarde! Il manque toute une partie. Sur cette autre aussi, il manque un morceau. Et un autre derrière moi. Bizarre. Ouais, il y a plein de morceaux manquants. Ouais, on le voit bien là. Sans ce morceau manquant, le dessin aurait continué ici. Et puis ici aussi, je pense. Ouais, regarde. Avance par là. Sur les parois, on a des gravures dont on a clairement enlevé des pans entiers. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est bizarre. Je me demande si Venancio sait ce qui s'est passé. Venancio, pourquoi est-ce qu'il manque des fragments aux gravures qu'on a là-dedans? La gente lo vandaliza y las corta y se las lleva y las vende en el mercado negro. Pourquoi? Les gens emportent des pans entiers de gravures parce qu'il y a tout un marché qui rapporte. Especialmente las piedras de alienígenas. Surtout les pierres extraterrestres. Qu'est-ce qu'il entend par les pierres extraterrestres? Ce sont des sculptures uniques qui représentent des extraterrestres et également des soucoupes volantes. On a beaucoup de gens de l'époque moderne qui disent avoir vu des ovnis ici. Et si ce qu'ils ont vu correspond à ce qu'ont vu les gens des temps anciens, il est possible que les réponses qu'on cherche se trouvent juste là, sous nos yeux, et depuis des siècles. Mike, on a des nouvelles de notre équipe du Mexique, là. Mike Cole, enquêteur pour la CIA, et Michael Livingstone, analyste des conflits, se penchent sur les trouvailles de l'équipe de terrain du Mexique. À notre arrivée dans la zone, on a exploré les ruines d'une ancienne civilisation indigène. De grands pans de parois rocheuses ont été découpés. Il y a aussi un marché noir pour les pierres extraterrestres. Nous allons essayer de trouver des gens qui vendraient ces dernières ou en posséderaient dans des collections privées. On a donc tous ces signalements d'ovnis regroupés dans une zone spécifique de la jungle de Rio Blanco.
Et maintenant, on a des gravures au même endroit qui représentent des extraterrestres. Des gravures vieilles de milliers d'années. C'est pas un hasard. Est-ce qu'il est possible qu'une entité ait choisi cette zone, non pas depuis des générations, mais depuis l'époque de ces gravures, c'est-à-dire depuis des milliers d'années? Oui, ça pourrait être des extraterrestres, mais ça semble difficile à prouver. Mais j'aimerais beaucoup voir les sculptures, s'ils arrivent à en trouver. Pendant ce temps, on va prendre des nouvelles de notre équipe au Chili. Après la découverte, grâce au logiciel d'analyse de liens, d'une connexion entre un ensemble de signalements d'OVNI et une activité sismique anormale, la seconde équipe s'est rendue à Santiago du Chili. Ils ont obtenu l'autorisation exceptionnelle de se rendre au CEFA, une agence gouvernementale consacrée à l'étude des phénomènes aériens anormaux au Chili, l'une des régions du monde les plus concernées par les signalements d'OVNI. C'est pas rien. On ne va plus être limité aux documents du programme américain ATIP. On va voir ce que les Chiliens ont dans leur organisation. Et eux, c'est un programme toujours en cours, ce qui veut dire de nouveaux documents déclassifiés et éventuellement des signalements qu'on ignore encore. Ça pourrait être une mine d'or. Mets la vidéo de l'hélico. Regarde la volute qui sort de ce truc. Et on aura beau le regarder 1000 fois, ça reste super bizarre. C'est fascinant. En novembre 2014, un hélicoptère de la marine chilienne avait filmé un étrange objet volant via sa caméra infrarouge. Une analyse vidéo a révélé qu'il n'était pas de nature terrestre. C'est l'une des vidéos les plus singulières. Et c'est la plus difficile à expliquer qu'on ait vue. Qu'est-ce que c'est que cet objet, cette volute? Si on peut trouver des cas similaires, alors ce n'est pas juste un événement isolé. Ça fait partie d'un plus grand ensemble. On va voir avec le logiciel si on a eu d'autres signalements similaires au Chili ces 25 dernières années. Je vais taper OVNI, volute, traînée de condensation. Voilà les résultats. Ils ne trouvent que le même fichier de 2014. C'est parce que c'est la vidéo déclassifiée. Le reste des documents du CEFA, de ce que je sais, n'ont pas été déclassifiés. Si on veut trouver des réponses, ce ne sera pas avec notre logiciel. Ce sera en fouillant au sein même du CEFA, sur place. Et maintenant que Paul et Kawa y sont, on a de vraies chances. Les gars, dès qu'on voit quoi que ce soit qui semble intéressant, on prend note, on fait peut-être lire à Thomas et on cherche des tendances, des récurrences. Paul Biban, journaliste d'investigation, et Kawa Mallet, béret vert spécialisé dans les renseignements, se plongent dans les archives fermées du CEFA et dans ses 20 dernières années d'enquête sur les ovnis. Le bâtiment abrite des milliers de documents non divulgués et inaccessibles au logiciel d'analyse de liens. Le CEFA, c'est la zone 51 du Chili. Et aussi fou que ça puisse paraître, chaque cas non résolu et toujours ouvert se trouve ici. Et il est très possible que la preuve d'un contact extraterrestre se trouve dans ces dossiers. Un vol commercial mentionne une lumière vive. L'équipe cherche un cas similaire à la vidéo de l'hélicoptère chilien de 2014 afin de déterminer s'il s'agit là d'un événement isolé ou faisant partie d'un plus grand ensemble. Il y a de quoi faire. C'est un signalement d'OVNI extraordinaire, parce qu'on nous a confirmé qu'il n'était pas d'origine humaine. Donc si on peut trouver des cas identiques ou similaires, peut-être qu'on pourra comprendre ce que c'est. J'en ai un autre, des pilotes d'un vol commercial qui pensent avoir vu quelque chose, mais il n'y a pas beaucoup plus d'infos. Il y a eu un souci avec l'avion? Oui, oui. Celui-là aussi, c'est un vol commercial. Il partait de Santiago en direction du nord. Et au bout de 45 minutes de vol, ils expliquent avoir vu une lumière rouge et orange très vive. Elle se déplaçait d'ouest en est, à la même altitude que l'avion. Et quelques minutes plus tard, l'avion a subi un problème du système de navigation et ils ont perdu le moteur gauche. Et du coup, le pilote a déclaré l'état d'urgence. Et ils sont retournés à Santiago. Forcément, si le moteur ne fonctionne plus, Ouais. vous êtes obligé de retourner à l'aéroport. Ou vers un lac. À part la localisation, il n'y a rien qui ressort. Ouais. Il y a des pilotes militaires et des pilotes commerciaux qui ont vu ces choses-là. Et ils ne savent toujours pas ce que c'est. Il y a un pilote qui a vu une chose sans lumière, mais il filait à 2 fois la vitesse du son. Il y a une très grande variété de signalements au Chili, au-dessus de l'eau, des montagnes, du désert.
On a donc un récit de pilote civil et un de pilote commercial. On va commencer à faire des catégories. Ouais. On cherche juste à trouver un modèle sous-jacent, de comprendre le rapport entre les affaires qu'on a déjà dévoilées. On essaie juste de trouver des liens et d'avancer. Je vois pas de motif récurrent là. Ça, c'est ce qu'on a fini. On va faire des piles. Thomas, j'ai du mal à comprendre celui-là. On dirait que le pilote a croisé quelque chose sur son itinéraire de vol. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc, avril 2012. Ils disent qu'ils ont reçu des signalements dans la zone du lac Colboon. Un objet est tombé à très grande vitesse, en laissant un flot de condensation. Une traînée de condensation? Oui, c'est ça. Ah, c'est intéressant. Peut-être que le panache dans cette vidéo de la marine pourrait être une traînée de condensation. Ouais, j'ai l'impression qu'on a un lien entre la traînée de vapeur et la volute. Avec ce récit d'un objet ayant émis une traînée de vapeur, ça nous fait faire le lien avec la vidéo de la marine de 2014. Donc là, on a de quoi creuser. Peut-être qu'on peut trouver une caractéristique récurrente. L'équipe se met en quête d'informations supplémentaires sur cet incident du 20 avril 2012, s'étant produit près d'un lac reculé au cœur des Andes, le lac Colboon. Il y en a un autre sur le lac Colboon. Même affaire. Un autre rapport, il est court. Ouais, La même traînée. ok. La condensation apparaît en traînée, comme derrière un avion. Comme la vidéo de l'hélico. Ouais. Ouais. C'est qui ce Arturo? Alors, Arturo est apparemment le maire de la ville de Colboon. Le maire de Colboon a donné ce récit, donc. Ok, c'est incroyable. Non seulement on a deux objets qui émettent une sorte de traînée de vapeur, mais on a en plus un témoin oculaire qui s'avère être le maire de la ville de Colboon. C'est pas n'importe qui, c'est le maire. Ce n'est pas très loin. C'est à 3 heures au sud. Il va falloir aller sur place. Quoi qu'il se passe au Chili, le lac Colboon pourrait nous donner des réponses. On voit qu'on arrive vraiment dans les montagnes. Ouais. Paul et Kawa s'enfoncent dans les Andes pour se rendre au lac Colboon, où le 20 avril 2012, de nombreux témoins, dont le maire de la ville de Colboon, auraient aperçu un étrange objet planant au-dessus du lac. Est-ce qu'il y a eu d'autres observations qui n'ont pas été signalées? Est-ce qu'il y a une activité supérieure là-bas à ce qu'on a vu jusqu'ici? C'est aussi ça qu'il va falloir se demander. Ouais. Est-ce que les gens ont vu d'autres choses? Est-ce que c'est relativement commun, ce genre de choses, ici, les signalements d'OVNI? Et puis, t'as raison, c'est pas un signalement d'OVNI normal pour le coup, donc c'est crucial de parler au maire. Ouais. Parce que, en tant que représentant, normalement, il en sait plus que beaucoup de gens au sujet de sa ville, du lac et de la communauté. Ouais. Il doit être compétent. Oui, c'est bien qu'on puisse lui parler. Oui. Et j'espère qu'il pourra nous aider aussi sur le contexte de cet événement et nous dire si ça se produit souvent. Il y a eu beaucoup de signalements étranges ici, au lac Colboon. Donc, on a organisé un entretien avec le maire pour voir s'il peut nous éclairer un peu sur ce qui se passe ici. Je pense que c'est lui. Hola. Paul, enchanté. Thomas. Vamos al lago. L'équipe fait la connaissance d'Arturo de la Maza, This is Colboon Lake. maire depuis de nombreuses années, via leur interprète Thomas. Quelle taille fait ce lac? ¿Qué tamaño es este lago, así, a grosso modo? 80 kilómetros cuadrados. Es el más grande lago artificial de Chile. Il y a de quoi faire. C'est un grand lac. Arturo, on a trouvé un rapport du CEFA sur une expérience que vous avez vécue au lac Colboon. Vous nous racontez? Estaba durmiendo en un velero que tenía yo. Il dormait dans un bateau, ici sur l'eau. Y a las 2 de la mañana estaba de día claro. Sí, C'était comme en plein jour. más claro que ahora. Il faisait plus jour que maintenant. Subí a cubierta y de dónde viene la luz. Y el objeto estaba a unos 200 metros de acá. Mucho más grande, mucho más grande. C'était bien plus grand qu'une maison, et ça avait la forme d'une toupie. C'était l'été, donc il y avait pas mal de gens autour du lac. Il y a au moins une centaine de personnes qui ont été réveillées à ce moment-là, à cause de la luminosité. Arturo, c'était quoi selon vous? Un ovni, nave espacial. Un ovni? Oui, un genre de vaisseau.
Yo diría que sí. Ahora, esto pasó flotando después, o sea, sobre el yate y en esa dirección. Ni ruido, ni viento, nada. Todo silencio absoluto, sino que estaba como una taza de leche. Y después que el objeto se fue, el agua bajó. Vous parlez de l'eau au niveau de votre bateau ou bien de l'eau de tout le lac? De todo el nivel del lago en general. Como que sacaron agua. Comme s'ils avaient pris de l'eau. Et le lac a baissé. Tout le lac. Le lendemain, il a remarqué au ponton que l'eau était descendue de 20 cm. 20 cm. Dans un lac aussi grand qui contient je ne sais combien de milliards de litres d'eau, c'est une quantité considérable. Au dire du maire, le niveau de ce lac de 80 km² a baissé de 20 cm du jour au lendemain. Une disparition de plus de 9 milliards de litres d'eau ou 4000 piscines olympiques. On a donc des centaines de témoins et des milliards de litres d'eau disparus du jour au lendemain. Il s'est passé quelque chose ici qu'on ne peut expliquer, pas vrai? En plus des récits de témoins oculaires, les registres hydrologiques locaux confirment la baisse de 20 cm du niveau de l'eau. Ce lac est super grand. C'est difficile de se dire que 20 cm ont pu disparaître comme ça du jour au lendemain. Non, c'est énorme, ça représente des milliards de litres. C'est un volume d'eau considérable. Ça me fait dire qu'il doit y avoir une explication naturelle, non? Il a dû y avoir une perte au niveau du barrage, ou une brèche qui s'est formée quelque part, qui sait? J'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à voir? Quelle pourrait être l'explication logique? On n'a pas assez d'infos sur ce lac. Peut-être que la prochaine étape, c'est d'étudier le terrain. Ouais. Ils sont allés quelque part, ces 20 cm d'eau. Des milliards de litres d'eau, ça disparaît pas comme ça. L'adresse est juste là. Ah ouais? Ouais. Ce sera intéressant de voir ces pierres. Nick et Sarah sont à la recherche d'anciennes œuvres d'art prises dans une grotte de la jungle, non loin de là, dans une zone identifiée par le logiciel d'analyse de liens comme haut lieu de signalement d'OVNI, et où, selon les autochtones, les extraterrestres viennent depuis des siècles. Par là. Là? Oui. Señor Rafael, Marcia. ¿Qué tal? L'équipe a organisé une visite privée dans un musée du coin afin de voir des objets découverts non loin de la grotte. Leur guide est le conservateur Rafael Monteo. Estas son piezas arqueológicas de civilizaciones antiguas. ¿Esto es lo que están buscando ustedes? Quelle civilisation on a là? ¿Qué civilizaciones son? Olmeca, Totonaca y Maya. Quel est le plus vieil objet? À quand il remonte? C'est celui-là le plus vieux. Il date de 1200 avant Jésus-Christ. Il a un crâne allongé, de longs yeux et 4 doigts à chaque main et à chaque pied. Je peux toucher? On dirait un guerrier. Puede que sea un guerrero. Para ella puede llegar a ser un guerrero. ¿Será? Puede ser, pero yo más le voy al aspecto religioso. Possible, mais c'est quand même probablement religieux. De quelle civilisation il s'agit si ça date d'il y a 3000 ans? ¿Cuál es la civilización de este artefacto? Cultura de Tlatilco. 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 1200 antes de Cristo. 1200 avant Jésus-Christ. Comme vous le voyez, on a là des silhouettes qui pourraient être humaines, mais pas tout à fait. Et celle-ci, c'est quoi? Elle est en pierre de jade. Et on voit clairement que ce ne sont pas des traits humains. Cráneo alargado. Un crâne allongé. Ojos alargados. De grands yeux. En amande. Son extraterrestres. Mais nous savons que certaines cultures antiques exagéraient les formes humaines.
Sí, miren, como prueba de ello, aquí tenemos otra pieza. En haut, on voit un individu qui a des yeux en amande, de petites narines, une petite bouche. Et en bas, c'est un être humain, et on voit que les traits sont différents. Llamaría ser de otro mundo. C'est incroyable. Esta es maya y pertenece al mismo periodo y se ve un humano normal. Voici un autre exemple de la culture maya. On voit là l'image d'un être humain. Et celle-ci appartient à la même culture et à la même période. Mais on voit que les traits sont exagérés et qu'il y a une différence entre les deux représentations. Este ser de otro mundo. Je peux voir? ¿Lo puede ver? Claro, gracias. Oui. C'est quel type d'os? Humano. Humain. Vraiment? Ce sont deux statuettes mayas de la même époque, et regarde comme elles sont différentes. C'est très allongé. C'est pas humain. Je suis d'accord. C'est bien distinct. Ce qui me fascine le plus, c'est que cette représentation n'est pas juste maya. Elle date de 3 époques différentes qui montrent la même chose. Que son seres de otros mundos, extraterrestres. Toutes les données nous ont menés jusqu'à cette grotte. Puis jusqu'à ces statuettes de multiples civilisations qui ont été récupérées dans cette zone et qui semblent représenter des extraterrestres. De voir ça sur des objets qui datent d'avant notre ère, c'est énorme pour notre enquête. On a une récurrence qui traverse les siècles. C'est peut-être la preuve d'un contact. On veut faire tout le tour. Observer tout le lac. Pas de problème. Super. Paul et Kawa sont au cœur des Andes. Ils s'apprêtent à effectuer une reconnaissance aérienne du lac Colbún, où le 20 avril 2012, le maire de Colbún aurait aperçu un ovni planant au-dessus du lac. Un ovni qui aurait aspiré une énorme quantité d'eau, entraînant ainsi la disparition de plus de 9 milliards de litres d'eau du jour au lendemain. On a une grosse péninsule au milieu. C'est une énorme quantité d'eau pour que ça disparaisse aussi vite. Est-il possible que cet engin, que le maire a vu, ait tiré des milliards de litres d'eau de ce lac? Ou bien y a-t-il une cause naturelle? L'eau est profonde là? Une centaine de mètres, peut-être plus. Ah ouais? Oui. Aux côtés de leur pilote Mateas Herrera, l'équipe survole le lac à la recherche de preuves de ce qui aurait pu causer cette gigantesque perte d'eau. Il y a du trafic aérien ici? Non, pas trop. Ok, donc pas de vols commerciaux ou d'opérations militaires dans cette zone? Non. Les rives ont l'air intactes. J'ai rien d'étrange de mon côté. Ouais. Voilà le barrage. On a une bonne vue sur le déversoir principal avec la turbine. Avant la reconnaissance aérienne, l'équipe a contacté la centrale hydroélectrique de Colbún, qui leur a confirmé qu'aucun écoulement volontaire ni aucune dégradation du déversoir n'aurait pu causer cette baisse du niveau de l'eau. Je n'ai rien vu qui ait pu faire partir une telle quantité d'eau. Je vois rien non plus. On a observé l'entièreté du lac et on n'a aucune rupture dans les rives, ni dégâts au niveau du barrage, rien qui ne suggère où est passée toute cette eau. C'est quoi sur la droite? C'est un fleuve qui se déverse dans le lac? Oui. C'est le fleuve Mollet. Le Mollet? Oui. Il vient des montagnes? Il vient des montagnes et de la Laguna del Mollet. Donc un autre lac? Oui, à très haute altitude. Ça alimente le lac Colbún? Oui. Ok. À l'extrémité est du lac Colbún, l'équipe découvre un fleuve provenant de terres plus en altitude, où se trouve un autre plan d'eau, la Laguna del Mollet, ou lac du Mollet. On peut suivre le fleuve jusqu'au lac du Mollet? Bien sûr. Allez. Si le lac du Mollet alimente le lac Colbún depuis une plus haute altitude, il est possible que quelque chose se soit produit à la source qui a entraîné cette chute au niveau de l'eau en bas. Donc on doit aller vérifier. On est de plus en plus haut. L'équipe parcourt 70 km et grimpe à 2100 mètres d'altitude. Regarde. La Laguna del Mollet.
C'est un grand lac. On dirait même qu'il est plus grand que le lac Colboon. Regarde ça. Ouais, les terres sont arides. On se croirait sur Mars. Les eaux de ce lac descendent jusqu'au lac Colboon? Oui, c'est la source principale. Si c'est la source du lac Colboon, ça pourrait expliquer ce qu'on cherche. Ouais, si quelque chose se passait ici, ça affecterait le lac Colboon. On devrait se poser et trouver quelqu'un à qui parler. Absolument. Ce que je me demande, c'est si la cause de cette énorme perte d'eau du 20 avril 2012 pourrait venir de ce lac du Mollet plutôt que du lac Colboon. Il faut trouver quelqu'un qui connaisse ce lac et qui puisse nous donner des réponses. Ce lac est tellement plus grand. Regarde ça. Ouais, c'est énorme. Énorme. Paul, Kawa et leur interprète Thomas retrouvent Francisco Cardillo, un propriétaire de ranch qui travaille sur les rives du lac du Mollet depuis des décennies. Hey, ¿qué tal? Hola. Bonjour. Francisco. Enchanté. On est en train de mener une enquête et il s'est avéré que ce lac pourrait nous donner des indices. Vous connaissez bien le lac et les environs? ¿Tú sabes algo? ¿Conoces la zona bien? Sí, mi familia vive de 1929, un poco más abajo. Il s'est produit quelque chose d'inhabituel ici le 20 avril 2012? Sí, yo creo que sí. Il dit qu'il y a eu beaucoup d'ovnis au-dessus du lac. Des ovnis ici aussi? Oui. Dites-nous en plus. Observación iba siempre al cielo y a las luces que a veces aparecían acá en el lago. Un groupe d'une trentaine de personnes, dont lui, a vu un objet ressemblant à une sphère qui se déplaçait dans le ciel et qui a fait quelques mouvements avant de filer. Vous l'avez vu? De vos yeux? ¿Tú lo viste eso personalmente? Sí, lo vi personalmente porque aparecieron unos cóndores volando. Nos fijamos en los cóndores y sobre los cóndores vimos la esfera. Donc c'est comme si ces deux lacs formaient un système. Francisco, que savez-vous au sujet de ces eaux? Hay cosas inusuales. Comme quoi? Las tengo en mi video. Je veux voir ça. Oh, wow. Regarde ça. La laguna está congelada y estos círculos aparecen. C'est dingue. C'est presque des cercles parfaits. Sí. Il y en a partout. Ouais. Círculos perfectos. Ouais, des cercles parfaits. Ouais, on dirait bien. Les gens ne comprennent pas du tout. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas. Il y a des objets qui émettent un panache étrange. Un maire qui nous affirme qu'il a vu un ovni aspirer l'eau du lac Colboon. Et maintenant, des observations répétées d'ovnis et d'étranges cercles ici au lac du Mollet. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe ici. On va devoir trouver des réponses. L'équipe du Mexique a envoyé des photos. Mike et Michael passent en revue les découvertes de la jungle de Rio Blanco, au Mexique, où l'équipe a trouvé des gravures anciennes, à l'endroit même où des ovnis sont signalés depuis des siècles. On n'a aucun moyen d'authentifier ces objets. Mais si on accepte le fait qu'au moins certains d'entre eux sont réels, inspirés d'observations d'ovnis très anciennes, si on ajoute à ça le fait qu'on a tout un ensemble de signalements dans cette partie précise de la jungle de Rio Blanco, alors ça ne ressemble plus à du hasard. Ça apparaît comme la preuve de quelque chose de bien plus grand. Certaines de ces représentations pourraient être tout à fait authentiques. Et si c'est le cas, ça nous laisse deux possibilités. Soit elles sont nées de l'imagination de ces peuples antiques, soit ils ont vu des choses dans la jungle de Rio Blanco. Cette localisation est très importante pour l'enquête. Mais je ne sais pas encore trop en quoi. On doit continuer de creuser. Il se passe quoi ensuite au Chili? Mike et Michael se concentrent à présent sur l'autre équipe de terrain, au Chili, où le maire de Colboon a signalé l'absorption de 9 milliards de litres d'eau par un ovni. Des milliards de litres d'eau qui disparaissent du jour au lendemain. Je vois pas comment c'est possible. Ce qui est intéressant, c'est que la clé pourrait bien ne pas être le lac Colboon, mais un autre lac qui l'alimente, le lac du Mollet. Après une reconnaissance aérienne, l'équipe a découvert que le lac Colboon était alimenté par un autre lac plus en altitude, dans les Andes, le lac du Mollet.
On le voit sur la vue aérienne. Là, le témoin que notre équipe a interviewé parle d'une activité inhabituelle dans la zone. Et en hiver, on a d'étranges formes circulaires dans la glace. Qu'est-ce qui se passe dans ces lacs au Chili? Cherchons dans le logiciel les lacs de la région et les changements de niveau d'eau. Activité étrange, niveau d'eau, lac et Chili. Et voilà, des rapports de la NASA. Pourquoi la NASA? Fais voir celui-là. Un lac disparaît au Chili. L'équipe découvre un rapport de la NASA détaillant une enquête sur la disparition d'un énorme lac de haute altitude au Chili. C'est notre lac? Un autre lac disparaît? 2007? Non, c'est pas le nôtre. Entre mars et mai 2007, un lac entier disparaît. On a donc un maire qui voit un ovni au-dessus du lac Colboon qui aspire 9 milliards de litres d'eau, puis un propriétaire de ranch qui voit un ovni au-dessus du lac du Mollet, et on ajoute à ça des cercles bizarres à la surface, puis maintenant un lac entier qui disparaît. Paul et Kawa vont inspecter les eaux du lac du Mollet. Ils nous diront ce qu'ils trouvent. D'accord. Salut, ça va? Paul et Kawa se préparent à mener une enquête plus poussée du lac du Mollet. Une équipe d'études aquatiques se joint à eux, équipée de bateaux semi-rigides et d'une technologie d'imagerie thermique. On cherche simplement des choses inhabituelles, notamment des gaz, des formations rocheuses, des mouvements d'eau étranges. Dès que quelqu'un remarque quelque chose, on s'arrête. Quand on trouvera quelque chose, les plongeurs descendront pour regarder de plus près. Ça marche. Allons-y. La plongée en haute altitude requiert un équipement spécialisé et une période d'acclimatation allant jusqu'à 36 heures. L'équipe a donc engagé des plongeurs expérimentés du coin, Pedro Niada et Alejandro Sosa. Il y a plein de choses ici qui peuvent mal tourner. On est très haut en altitude. Ça change les réglages d'oxygène, ça change l'équipement. Et en plus, on ne connaît pas le fond de ce lac. Donc on a fait venir des experts qui savent vraiment ce qu'ils font. On est prêt. On peut y aller. C'est parti. Bien. On voudrait se rendre à cette extrémité du lac. Ce serait super. En suivant un quadrillage préétabli, chaque équipe explorera un tiers de ce lac d'une quarantaine de kilomètres carrés. Ce lac est immense. Kawa, tu vois quelque chose? Non, je garde un œil sur le moniteur. C'est de plus en plus profond en dessous. Mais c'est assez graduel. On n'a pas de grosses déclivités soudaines. D'accord. On a une technologie qui nous aide à visualiser ce qu'on ne peut pas voir nous-mêmes. Les sondeurs nous disent s'il y a des changements significatifs au niveau du plancher du lac. Ça nous informe de tout ce qui serait suspect là-dessous et qu'on ne pourrait pas voir par nous-mêmes. C'est profond, là? On doit avoir 11 mètres de profondeur. D'accord. Ouais, je vois la végétation au fond. Et dans cette végétation, il y a des variations thermiques sur le moniteur. L'eau fait quelle température, là? 10, 11 degrés. Et là, on a du 40 degrés. Et j'ai vu des bulles. Il y en a juste ici. On a plein de choses bizarres qui se produisent à un endroit précis du lac. On a des différences de température qui semblent extrêmes et des bulles dont on ne connaît pas du tout l'origine. On va s'ancrer à cet endroit. On se prépare. On est bon. Les plongeurs se préparent à descendre dans l'eau, afin de trouver ce qui pourrait être la cause de cette activité inhabituelle. On est en liaison radio, donc on peut se parler. Vous me direz ce que vous voyez. D'accord, allez. Vous me recevez? Ouais. Je descends. La visibilité est comment? Je dois avoir 3 ou 4 mètres. Bien reçu. Vous voyez le fond? Je suis juste au-dessus des algues. L'équipe de plongée atteint le fond du lac à une profondeur de 10 mètres.
Les bulles sortent du plancher du lac. Donc les bulles proviennent de sous les algues? Ouais. Décrivez-nous si possible, Alex. Je détecte quelque chose là. Mais encore. Une sorte d'appareil. Vous le remontez? Ouais. Waouh, c'est quoi? C'est bon? Ouais. Ah la vache. C'est encore plein d'eau. Ouais, c'est quoi? C'était enterré? Dans les sédiments, entre les algues. Des bulles sortaient des algues. Et certaines? Ouais. Certaines sortaient du sable aussi. D'accord. Vous aviez déjà trouvé des objets similaires? Non, jamais. Ok, on a un circuit imprimé. C'est clairement d'origine humaine. On devrait prendre des photos, quelques mesures peut-être, pour déterminer ce que c'est. C'est de plus en plus bizarre. D'abord, on a un énorme lac qui perd une quantité d'eau gigantesque. Puis des bulles dans ce lac. Et maintenant, des objets inconnus, avec on ne sait quelle technologie enterrée au fond du lac. On va demander aux plongeurs de le reposer où ils l'ont trouvé. Ouais. Il se passe quelque chose, mais on ne sait pas encore quoi ni pourquoi. C'est là, au coin? Ouais. Bon sang, qu'est-ce que c'est beau. Le journaliste d'investigation Paul Biban et le béret vert spécialisé dans les renseignements Kawa Mallet sont au cœur des Andes chiliennes, où lors de recherches dans le lac du Mollet, l'équipe a découvert un étrange appareil au fond de l'eau. Bonjour, Luis. Salut. Ils organisent une rencontre avec Luis Torres, un haut fonctionnaire local. Quelqu'un a voulu faire quelque chose ici avec cet appareil, avec cette technologie. Luis a passé des années à surveiller ce lac, donc peut-être qu'il aura des réponses sur ce qui se passe ici. Nos plongeurs ont trouvé cet objet au fond du lac. Et on a pris des photos. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? ¿Qué puede ser o quién lo puso ahí? ¿Cómo llegó a estar al fondo del lago? Vous aviez déjà vu ça? Donc il dit qu'il le reconnaît, il l'a déjà vu. Des chercheurs les ont installés à différents endroits du lac. C'est un instrument scientifique? Pourquoi il y a des mouvements? C'est un système volcanique qu'on a sous ce lac. Tout ça, c'est un volcan? Oui. Un volcan actif? C'est ça qui génère du mouvement au niveau du sol. Et c'est aussi ça qui génère les bulles et autres perturbations qu'on a aperçues dans l'eau. Ok. Donc on a passé la journée sur un volcan. Et on n'en savait rien. Bon, ok. Ça fait froid dans le dos. Ça fait partie d'un système d'avertissement? Cet appareil? Oui, cet appareil qu'on a remonté. Est-ce qu'il est là pour avertir, par exemple, d'une montée de magma ou autre? Este trifacto vendría siendo como un sistema para advertirnos de que se viene algo, como un sistema de advertencia. Exactamente. El magma lo tenemos acá a 5 kilómetros hacia el interior. Puede ser mañana, pasado o 5000 años. Ça semble dangereux. Ouais. C'est pas le genre d'endroit où traîner. Non. Il s'avère que tout ce temps-là, on se trouvait au-dessus d'un énorme volcan actif qui pourrait entrer en éruption à n'importe quel moment. Mais pourquoi on attend de signalements d'OVNI dans le coin? Est-ce que ce volcan a quelque chose de particulier? Luis, vous savez si c'est inhabituel, toute cette activité volcanique et sismique dans le coin? Vivimos en una zona de muchos volcanes. Alrededor de 130 centros eruptivos donde existieron emanaciones de material. Il y a 130 sites d'éruption. 130 sites au Chili ou bien 130 sites ici? Alrededor de la laguna. Dans la zone du lac. A raíz de los estudios que se hicieron, la parte central de la laguna es la que se está deformando.
D'accord. Tous les signalements d'OVNI que nous avons suivis nous ont menés jusqu'à cet endroit. On a étudié l'eau de ce lac et il s'avère que le lac est entouré d'une centaine de points chauds volcaniques et que c'est en fait l'épicentre de toute l'activité volcanique de la région. Est-ce que c'est pour ça que ce lac est si important ? Il est considéré comme l'un des volcans les plus dangereux de la région. C'est un centre d'activité géothermique. Les Andes sont une région volcanique très active, mais cette zone-là constitue un cas assez inhabituel. On a énormément de signalements d'OVNI qui se regroupent là-bas. Ça nous fait nous demander s'il existe une tendance plus large de corrélation entre les signalements d'OVNI et les volcans. Donc on va entrer OVNI, signalement d'OVNI, volcan... Activité volcanique sur les 20 dernières années. 20 ans, oui. Et tout pays. Regarde ça. Regarde tous ces résultats. La liste est longue. On va jeter un œil à cette base de données. Oui, affiche. Le logiciel isole tous les signalements d'OVNI des 20 dernières années recensés dans un rayon d'1,5 km autour de zones volcaniques. On a des signalements d'OVNI reliés à des volcans partout dans le monde. Mexique, Hawaï, Salvador, Italie. 3 des résultats sont du Mexique, du même volcan. 3 des premiers résultats sont de mystérieux signalements aux abords du même volcan au centre du Mexique. Le pic d'Orizaba. Affiche-en un. C'est quoi ce truc? Il continue de bouger. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'était bizarre. Je vais le remettre. On dirait un météore, non? Mais ça s'arrête et ça plane au pied du volcan. C'est rare qu'on ait ce genre d'image. C'est une très bonne vidéo, une sacrée vidéo. Mais je me dis, après tout, ça pourrait être un insecte juste devant la caméra. Ou un drone avec un dispositif lumineux pourrait donner cet effet. Ça bouge très vite pour un drone. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce volcan qu'on a sur la vidéo est situé vers Rio Blanco. Où il y a tous ces signalements. Oui. Les signalements d'OVNI se regroupent dans la jungle de Rio Blanco depuis des siècles. Mais maintenant, on pense savoir pourquoi. Cette jungle est toute proche d'un énorme volcan, le pic d'Orizaba. Est-ce que les volcans pourraient être le centre de tout ça, le lien de toutes ces activités? On a donc des vidéos, des signalements dans différentes cultures et différents pays, partout sur Terre. Et le point commun, ce sont les volcans. Qu'est-ce qui se passe? Prochainement dans Contact. Le temps que j'aille chercher ma caméra, et il n'y avait plus que 3 lumières espacées d'1 kilomètre. Et qu'a fait le gouvernement à la suite de tous ces témoignages? Rien. Qu'est-ce qui se passe ici que le gouvernement veuille tant cacher? Il y a plusieurs témoins qui ont déclaré avoir vu quelque chose s'écraser. Reste à savoir ce qui s'est passé. Ça pourrait être le premier cas documenté d'un atterrissage de vaisseaux extraterrestres à la surface de la Terre. Si on se base sur la théorie du complot, ça cache peut-être quelque chose. Pourquoi ils ont clôturé cet endroit? À cause de ça?